Devenir propriétaire est un rêve d'enfant. Et si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est que j'ai enfin pu le réaliser à l'âge de 24 ans. Et c'est fou parce que même le dire à voix haute me paraît irréel. Je suis tellement reconnaissante et contente d'avoir pu sauter le pas. Parce qu'on arrivait là aujourd'hui n'était clairement pas une évidence. Et c'est pour cette raison que j'avais réellement envie de te partager cette expérience avec toi. Dans cet épisode, je vais te parler dans un premier temps des motivations qui m'ont poussé à devenir propriétaire jeune. Je vais te partager mon parcours vers la propriété, les visites d'appartements que j'ai fait avant de faire mon choix, les problématiques que j'ai rencontrées. Mais je vais aussi te détailler toutes les étapes de l'achat, parce que je sais que pour moi c'était hyper flou et que j'aurais apprécié avoir un retour d'expérience comme celui-ci. Et enfin, en dernière partie, je vais bien entendu te présenter mon appartement et les projets que je compte réaliser dedans. Donc si le programme t'intéresse, je t'invite à regarder la suite ou à écouter la suite, parce que oui, cet épisode est également disponible en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ça fait un moment que je pense à créer mon podcast et j'ai enfin sauté le pas. Il y aura certains épisodes partagés avec ma chaîne YouTube, mais pas que. Donc si tu apprécies les sujets que j'aborde et ou que tu souhaites me soutenir dans mes projets, tu peux aller me suivre sur ces plateformes-là également et je t'en serai énormément reconnaissante. Sur ce, démarrons sur cette première partie. Pour beaucoup de personnes, avoir un toit sur la tête est une normalité. Même si nous sommes conscients de la chance que nous avons, c'est facile de prendre ça pour acquis. Et pourtant, les chiffres en parlent d'eux-mêmes, que ce n'est pas le cas. Selon le 30e rapport sur l'état du mal-logement en France publié en janvier 2025 par la Fondation sur le logement des défavorisés, la France comptait en 2024 environ 350 000 personnes sans domicile. Parmi ces personnes, un nombre croissant de familles avec des enfants. Et en août 2024, plus de 10 000 enfants étaient sans solution de logement. La précarité du logement, je peux t'en parler, parce que je l'ai vécu quand j'étais enfant avec ma mère et ma sœur. Nous étions littéralement dans la rue, car ma mère était seule pour nous éduquer et ne pouvait pas travailler car j'étais malade et hospitalisée de jour. Nous jonglions entre l'hôpital, la rue, les foyers et les domiciles des personnes qui voulaient bien nous recueillir. Cette instabilité, j'étais trop jeune pour en souffrir sur le moment, parce que je ne me rendais pas forcément compte de ce qui se passait. Ma mère, elle, en a beaucoup souffert, mais a toujours tout fait pour que j'aie une enfance normale malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle je ne me considère pas du tout comme une personne ayant eu une enfance malheureuse, parce qu'au contraire, cette vie-là m'a énormément appris sur le monde, m'a montré ce qu'était être au plus bas, me motiver à tout faire pour ne jamais avoir à revivre ça, et ne plus jamais connaître la misère, et voir les larmes de ma mère. Ça a façonné ma créativité, et permis de rêver plus que ce que j'aurais pu rêver si j'avais eu un parcours classique. Je me rappelle encore comme si c'était hier que quand j'écrivais mes lettres au Père Noël, je ne demandais ni des poupées, ni la dernière dunette à la mode. Je demandais seulement une maison, une simple maison que je dessinais d'ailleurs tout le temps, avec une seule pièce. Tous les soirs, on se tenait la main avec ma mère et ma sœur pour prier, pour avoir un avenir meilleur, pour avoir cette fameuse petite maison et une petite voiture rouge. Et ce n'est qu'à l'âge de mes 6 ans que nous avions enfin un toit sur la tête, à durée indéterminée. C'était la fin de 5 ans d'instabilité. Mais la sensation de pouvoir être mise à la rue à tout moment n'est jamais partie. D'autant plus que par la suite, ma mère a beaucoup galéré à trouver du travail et avait des revenus très faibles qui ne nous permettaient pas de trouver des logements facilement. Les fameux 3 fois le montant du loyer qu'il faut gagner pour pouvoir prétendre à un logement décent. Si bien que l'on a parfois dû passer par des méthodes pas très légales pour pouvoir se loger, même si nous en sommes pas très fiers. Et c'est la raison pour laquelle je savais au fond de moi que je ne voulais plus jamais ressentir ce sentiment d'instabilité et cette peur de me retrouver à la rue à tout moment. Je voulais être propriétaire jeune. À la base, je voulais même y prendre en étant alternante, mais c'était quand même assez compliqué avec les banques. Donc j'ai dû attendre d'avoir sécurisé un CDI pour pouvoir me lancer activement dans la recherche. Et aujourd'hui, je peux te dire avec le sourire que j'ai enfin pu concrétiser ce projet. Et pour moi, c'est vraiment un énorme accomplissement et le début de quelque chose de grand. Je repense à mon moi plus jeune et j'ai envie de lui dire qu'elle a réussi, qu'on a réussi. Bon, ça c'était la belle histoire, parce que dans la réalité, l'acquisition d'un bien pour la première fois est un vrai parcours du combattant. Tout un jargon à maîtriser et de la persévérance, de l'espoir, de la confiance et beaucoup d'administratifs. Sans parler d'une patience à toute épreuve. Honnêtement, je ne compte pas les fois où j'ai voulu abandonner, parce que j'étais désespérée de trouver l'offre qui me correspondrait. Ou que j'étais effrayée par l'administratif et les procédures. Les procédures, je vais y venir un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais te détailler un peu ma recherche de biens. Je recherchais un appartement dans une ville dans laquelle je n'habite pas, donc je suis principalement passée par des plateformes en ligne. Les classiques, Se Loger, Logikimo, entreparticuliers.com, Le Bon Coin, et aussi une application que j'ai découverte pendant la recherche et que tu connais peut-être, qui s'appelle Jinka, et qui répertorie l'ensemble des offres que l'on peut retrouver chez différents annonceurs en agence et en ligne. Ce qui est vraiment pas mal pour gagner
du temps. Mais le problème, c'est que souvent ces offres sont mises en ligne sur cette plateforme avec un délai tardif, ce qui fait que ça arrive souvent que ces biens sont déjà pris. Ce qui est assez délicat avec la recherche en ligne, c'est que ça nous met un peu dans un mindset passif, où l'on fait défiler les offres à la recherche de la pépite, mais sans vraiment être connecté à la réalité du terrain et du marché immobilier. Pour te dire, j'ai commencé ma recherche en septembre 2023, mais je me suis vraiment mis sérieusement qu'à partir de l'été 2024, pour finalement trouver l'appartement en octobre et entrer dans une boucle administrative qui s'est terminée cette année, en fin février 2025. Donc je peux dire qu'entre la recherche et l'achat, il s'est écoulé quasiment un an. Aïe. Parce que oui, il est préférable pour un vendeur d'afficher un bien à un prix bien plus élevé que ce qu'il souhaite réellement en tirer pour être sûr d'avoir un peu de marge en cas de négociation. Mais ça dépend aussi beaucoup du vendeur, de s'il est pressé ou pas, car il peut sinon mettre un prix plus agressif pour attirer plus vite, surtout s'il galère à revendre. Donc c'est très dur de savoir tout ça juste en se basant sur des recherches en ligne. Surtout que dans une ville, ça fluctue vraiment énormément en fonction des quartiers, et même parfois en fonction des rues à l'intérieur du quartier. J'ai visité pas mal d'appartements, mais pas tant que ça non plus. J'étais à la recherche d'un T3, T4 lumineux avec des chambres de plus de 9 mètres carrés. De préférence dans un bâtiment pas trop ancien et avec une classe énergétique raisonnable. Si la notion de classe énergétique ne te parle pas trop, en gros, certains logements sont moins bien isolés et possèdent certaines infrastructures qui les rendent plus vulnérables. Il y fait plus froid et les normes de sécurité ne sont pas toutes respectées. Ces classes sont notées en lettres et vont de A pour la meilleure note à G pour la pire note. Les loyers et les appartements avec des classes G et F ne peuvent pas être augmentés depuis 2022. Et tout récemment, le 1er janvier 2025, les logements de type G sont carrément interdits à la location car ils sont considérés comme des passoires énergétiques. Dans ma recherche, je recherchais un peu de tout, mais je suis principalement tombée sur des appartements avec travaux. Donc autant dire que ça nécessitait beaucoup de projection et surtout d'imagination. Dans cette recherche d'appartements, j'ai décortiqué les offres d'un nombre incalculable d'appartements. Mais au final, j'en ai visité seulement 6 avant de prendre une décision. En ce qui concerne le premier appartement, j'ai trouvé l'annonce sur Le Bon Coin. C'était un appartement 3 pièces de 71 mètres carrés, localisé dans un ancien immeuble du centre-ville au 3e étage. La pièce principale était plutôt grande et bien éclairée, ce qui m'a tout de suite plu, mais l'agence immobilière m'a prévenu qu'un immeuble était sur le point d'être construit juste en face, ce qui réduirait de beaucoup la luminosité de la pièce. Il y avait également un long balcon qui longeait tout l'appartement et donnait face à une ligne de tramway, face à un terrain où se trouvait la future construction. Ensuite, il y avait une petite chambre, mais plutôt sympathique, avec sa double exposition et son accès sur la terrasse de l'appartement. Ensuite, il y avait une autre chambre un peu plus grande, avec une seule fenêtre cette fois-ci. D'ailleurs, pour toutes les fenêtres, il y avait des conteneurs pour stocker les volets manuels. C'est très vintage, mais ça prend vraiment beaucoup d'espace mine de rien. Surtout que les fenêtres n'étaient pas en double vitrage. Donc ça, c'était plutôt un point sombre, parce que refaire toutes les fenêtres, ça représente quand même un sacré budget. Bon, pour les toilettes, il y a généralement pas grand chose à redire. C'est des toilettes quoi. Après, j'ai quand même bien aimé le fait qu'il y ait une fenêtre, parce que l'aération c'est important, surtout dans les endroits comme celui-ci. Le deuxième appartement que j'ai visité était tout simplement catastrophique. Et quand je dis ça, ce n'est même pas pour exagérer. Il était sale, avec de la poussière de partout, des traces de boue par terre, du mobilier mal entretenu et une terrasse en vrac. C'est fou de se dire qu'on va acheter un appartement tranquillement, mais qu'on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Et franchement, vu l'état de cet appartement, ça ne m'aurait pas étonné qu'il s'y soit passé une dinguerie juste avant. Un meurtre, un règlement de compte familial, un braquage, franchement j'en sais rien. Mais c'était vraiment abusé. D'autant plus que le prix du bien était bien inférieur à celui du marché dans la zone où il était, et que le mec qui m'a fait la visite n'a pas voulu me donner plus de contexte sur la vente de cet appartement pour m'expliquer pourquoi il était dans cet état. D'ailleurs, ce n'était pas un agent immobilier qui faisait la visite, mais une connaissance du propriétaire de ce que j'ai compris. Effrayant, non? Bon bref, ma curiosité m'a poussé à poursuivre la visite, même si j'avais juste une envie, c'était de prendre mes jambes à mon cou et me barrer. Heureusement que je n'ai pas fait cette visite toute seule, parce que je pense que c'est sûrement ce qui se serait passé. En vrai, l'appartement avait sûrement son potentiel, mais je n'arrivais pas à faire abstraction de tout le reste, donc je n'ai pas fait d'offre. Pour le troisième appartement, après avoir été bien traumatisée par la visite d'avant, j'ai décidé cette fois-ci de passer par une agence immobilière. J'ai observé dans un premier temps les offres en ligne sur leur site, et un appartement avait bien éveillé ma curiosité, parce que contrairement aux autres, il était refait à neuf, et en plus il était vendu avec des meubles, une aubaine. Donc j'ai décidé d'appeler l'agence pour prendre plus d'informations et fixer une date de visite. Mais je me suis rendu compte le jour de la visite qu'il y avait un point noir dans l'histoire. Je recherchais minimum un T3 et j'ai vu dans l'annonce que la deuxième chambre faisait moins de 9 mètres carrés. D'ailleurs, si tu recherches un bien, fais bien attention parce que légalement, si une pièce fait moins de 9 mètres carrés, elle ne peut pas être considérée comme une chambre lors de la location. Pour le coup, la chambre était mignonne pour une chambre de nouveau-né, mais ne pouvait rien rentrer d'autre qu'un lit, une place. De plus, je crois que l'appartement était aussi en classe énergétique F,
soit pas très loin de la passoire thermique. Donc j'ai appelé le mec de l'agence au matin de la visite pour l'informer que malheureusement je ne pourrais pas être présente ce jour-là. Et il m'a littéralement fait une leçon de morale en me disant que si j'avais une mentalité comme celle-là, je ne trouverais jamais d'appartement. Parce que je me contentais d'effleurer les annonces en ligne sans jamais me confronter à la réalité. Il m'a demandé de venir quand même et que si je prenais la peine de me déplacer, il allait me partager des choses qui me serviront par la suite. J'avoue que j'ai beaucoup hésité, mais vu que je suis curieuse par nature, je me suis quand même déplacée. En arrivant dans son agence, j'ai d'abord été très surprise de voir que ce n'était pas une agence comme toutes les autres. Les locaux étaient situés face à la mer, dans un quartier plutôt huppé d'ailleurs. Mais surtout, à l'intérieur, il y avait uniquement un bureau et un tableau blanc. Bizarre. Il m'a dit bonjour et m'a affirmé que je ne regretterais pas d'être venue quand même. Et là, il m'a fait tout un discours sur le fait qu'acheter cet appartement était la meilleure chose à faire pour moi et que si je l'écoutais, j'allais devenir milliardaire. Oui. Assez drôle. Il m'a ainsi affirmé que beaucoup trop de jeunes étaient bloqués par des choses plutôt futiles et ainsi ne passaient jamais à l'action, alors qu'en enchaînant les achats, ils pourraient devenir riches. Bref, un peu douteux comme discours. Il a insisté sur le fait que cet appartement était une pépite sur le marché, qu'il vaudra beaucoup plus dans le temps avec l'essor du marché immobilier dans la zone. Et il m'a dit littéralement que les classes énergétiques n'étaient que des lettres et que même si je voulais louer la chambre de l'appartement, aucun locataire n'allait réellement mesurer les dimensions de la chambre et me coller un procès après. C'est fou parce qu'en l'écoutant, je savais que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Mais d'un autre côté, il a quand même réussi à rentrer dans ma tête, je ne sais pas trop comment, et à me foutre un peu de pression, en me faisant me remettre en question sur le fait qu'il avait pas trop tort, sur le fait que j'avais quand même pas mal d'exigences et que je n'osais pas réellement sauter le pas. Bon, j'ai quand même visité son appartement et avec du recul, je pense que j'étais clairement inconsciente parce que je suis montée sur sa moto comme si de rien n'était, alors que le mec avait l'air très shady de base. Mais bon, il ne s'est rien passé, mais comme je m'en doutais, l'appartement ne collait pas du tout avec ce que je recherchais. Après y avoir mûrement réfléchi, je l'ai appelé et je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas prendre l'appartement. Mais par la suite, il m'a rappelé plusieurs fois et envoyé un nombre incalculable de messages pour me faire changer d'avis. Tellement que j'ai fini par bloquer son numéro. Mais imagine ma surprise et mon choc quand ma sœur m'a appelé une fois pour me dire qu'un agent immobilier portant son nom l'avait appelé à une pause midi et lui avait demandé pourquoi est-ce qu'elle ne répondait plus aux messages et aux appels. Elle lui a dit qu'elle ne savait vraiment pas de quoi il parlait. Et apparemment, il a commencé à rigoler au bout du fil, tellement que ma sœur en a eu froid dans le dos. Il lui aurait apparemment dit « Arrête un peu de jouer la comédie, je sais très bien que tu sais qui je suis. On s'est vu il y a pas longtemps. » Ma sœur a fini par couper l'appel et m'a appelé par la suite effrayée pour me raconter l'anecdote. Et j'étais juste outrée qu'il ait retrouvé je ne sais pas comment le numéro de ma sœur. Je trouve ça fou de tomber sur un mec d'agence qui force autant. C'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille parce que si plusieurs personnes étaient positionnées dessus, pourquoi est-ce qu'il insistait autant avec moi? Donc voilà, toute cette story time pour te dire que si tu te lances dans la recherche d'appartements, fais attention de ne pas tomber sur des fous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes dans ce milieu qui jouent beaucoup sur la manipulation. Pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire sur le 4e appartement. Il était plutôt spacieux, avec de beaux volumes et surtout très lumineux. Il y avait aussi un extérieur commun avec les voisins de l'étage pour étaler nos vêtements. Bon après, la pièce ne faisait pas rêver non plus, mais ce n'était pas le but. Mais je n'ai pas été très convaincue par la petite salle à manger de moins de 9 mètres carrés qui ne pouvait pas être transformée en chambre. Parce que dans l'idéal, j'aurais préféré avoir un T4. La distance avec le centre et la gare était aussi très élevée, aussi plus élevée que les autres appartements que j'avais visités. Donc forcément, mes critères intérieurs l'étaient aussi. Après, même si l'appartement était refait à neuf, je n'ai pas eu de coup de cœur en rentrant. Je l'ai trouvé assez basique et même un peu fade pour un appartement qui allait rester comme ça. J'avais aussi la sensation désagréable que les finitions étaient bâclées. Je pense que c'est la visite de cet appartement qui m'a fait réaliser qu'au final, j'arrivais mieux à me projeter dans un appartement avec travaux, car je savais que je pourrais vraiment tout changer par la suite. Dans cette optique, le 5e appartement que j'ai visité c'était un appartement avec beaucoup de travaux. Peut-être trop d'ailleurs. Dans le salon, c'était plutôt lumineux. Il y avait déjà à changer les fenêtres qui n'étaient pas en double vitrage, les volets en bois de l'époque, toute l'électricité à refaire et aussi la création d'une cloison pour créer la 3e chambre. Ensuite, les autres chambres étaient plutôt lumineuses et spacieuses, mais c'est vrai que je n'étais pas trop fan de la disposition des pièces dans cet appartement. Autant le fait d'ajouter une cloison ne me faisait pas trop peur, mais le fait d'avoir à changer toutes les fenêtres, c'était peut-être un peu trop de travaux pour moi. Après la visite du 5e appartement, je me suis sentie un peu dépassée par l'ampleur des travaux qu'il faudrait sûrement que je réalise pour concrétiser ce projet. Et je suis partie visiter l'appartement 6 sans trop grand espoir. Ce 6e appartement que j'ai visité m'a permis d'avoir un déclic. Il n'était pas forcément plus spécial que les autres, et il était clairement dans son jeu de l'époque, sale et très mal entretenu, donc c'est-à-dire avec pas mal de travaux. Pas aussi sale que l'appartement 2 par contre, mais très difficile de faire pire.
mais j'ai tout de suite réussi à me projeter dedans, à voir son potentiel et à quoi il pourrait ressembler avec quelques petits travaux de rafraîchissement. Bon, t'as compris, c'est l'appartement que j'ai fini par acheter. Mais pour conserver un peu de suspense, je t'en parlerai plus tard vers la fin de cet épisode. Pour la recherche, si je devais reprendre les choses à nouveau, je pense que j'essaierais de me rapprocher plus des agences pour visiter différents biens et discuter avec les agents des vrais prix du marché. Parce que c'est vrai qu'en ligne, on s'arrête souvent sur des filtres de prix et on est un peu moins actif, ce qui fait que c'est facile de procrastiner sur l'achat. Je suis passée à l'action dès que j'ai accepté que les prix qui étaient affichés étaient relatifs et que je ne trouverais pas de bien parfait. Il fallait à tout prix que je me donne une deadline parce que sinon j'allais laisser ma peur et la recherche de la perfection retarder énormément le projet. Je connais tellement de personnes qui recherchent des biens depuis des années mais qui ne sont jamais passées à l'action et je ne voulais pas que ça m'arrive aussi. Je ne suis pas le genre de personne qui passe beaucoup de temps à faire mûrir un choix ou une décision. Ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Mais j'apprécie particulièrement la spontanéité de la vie et le fait que j'arrive à me surprendre moi-même. Donc après la visite de l'appartement 6, je me suis dit que je n'allais pas attendre plus longtemps pour faire une offre. Donc un peu sur un coup de tête, j'avoue, j'ai pris la décision de faire une offre tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est que j'ai littéralement traîné l'agent immobilier dans la bibliothèque la plus proche pour signer l'offre. À ce moment-là, j'étais tout de même consciente que j'étais en train de m'embarquer dans quelque chose de grand, mais aussi et surtout dans une grande inconnue. Parce qu'à l'âge de 24 ans à ce moment-là, je n'avais vraiment pas idée de comment se déroule une vente immobilière et j'ai dû énormément me renseigner à ce sujet. D'ailleurs, même maintenant, je ne prétends pas du tout être une experte sur le sujet. Et d'ailleurs, la ressource que je te conseille si tu souhaites toi aussi te lancer et qui m'a beaucoup aidé pour avoir une vision claire sur l'immobilier, c'est le livre Investir en immobilier locatif de Daniel Vu. Contrairement à la plupart des autres livres que j'ai lus où il y avait beaucoup de storytelling et très peu de concret, ce livre est pour le coup plus comme une formation qui explique les différentes étapes les unes après les autres. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il parle de l'investissement immobilier de manière générale et pour tous les objectifs, que ce soit pour l'achat de sa résidence principale que pour de l'investissement dans de la location longue ou courte durée. Tous les aspects de l'immobilier y sont abordés. Je t'ai mis le lien en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. À présent, je vais te parler très rapidement des grandes étapes de l'achat. Le parcours vers l'acquisition d'un bien est souvent long, imprévisible et stressant. Comme dit précédemment, j'ai passé près d'1 an à finaliser mon achat. Dans ces 1 an, il s'est écoulé presque 6 mois entre le moment où j'ai réalisé mon offre d'achat et la remise des clés. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps? Eh bien, tu vas le savoir dans cette partie. L'offre d'achat est généralement signée avec l'agence immobilière, qui se charge ensuite de la transmettre au vendeur. Lorsqu'un vendeur reçoit une offre au prix, il est théoriquement obligé de l'accepter, sauf si les conditions financières de l'acheteur ne lui permettent pas réellement d'acheter le bien, ou qu'il reçoit plusieurs offres au même prix en même temps. Toutefois, il est fréquent que l'acheteur propose une offre inférieure au prix affiché, ce qui entraîne des négociations entre les deux parties. Une fois un accord trouvé, l'acheteur réédite son offre d'achat au montant final convenu, et le vendeur la signe pour donner son premier accord à la vente. À partir de ce moment-là, le vendeur ne peut plus se rétracter, mais l'acheteur, lui, peut toujours revenir sur sa décision. En effet, la signature d'une offre d'achat ne l'engage légalement en rien. Cependant, multiplier les offres sans intention d'achat peut nuire à la crédibilité de l'acheteur auprès des agences immobilières et est moralement discutable. La signature du compromis de vente vient juste après l'offre d'achat. Le compromis de vente est une étape plus engageante, car il officialise l'intention d'achat. Il est généralement signé chez le notaire, bien qu'il puisse être aussi signé en agence immobilière dans certains cas. Une fois le compromis signé, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours, dans lequel il peut annuler la vente sans aucune justification. Passé ce délai, toute annulation entraînera le versement d'une indemnité au vendeur, équivalente à 10% du prix du bien. Donc autant dire que personne n'annule à ce moment-là. Toutefois, il existe une exception. Les conditions suspensives. Lors de la signature du compromis de vente, l'acheteur peut inclure des clauses qui lui permettent de se désengager sans pénalité si certaines conditions ne sont pas remplies. Par exemple, une condition suspensive peut être l'obtention d'un prêt bancaire. L'acheteur peut préciser un montant minimum qu'il souhaite obtenir pour son crédit immobilier et un taux maximal pour lequel il n'accepterait pas le crédit. Si la banque refuse le prêt aux conditions demandées, l'acheteur peut annuler l'achat. Un autre exemple de condition suspensive peut être le résultat du diagnostic énergétique s'il n'a pas été réalisé avant. Une clause peut conditionner l'achat à l'absence de problèmes majeurs, comme la présence d'amiante ou de termites. Après la signature du compromis, l'acheteur dispose généralement de 2 mois pour obtenir son financement, le plus souvent sous forme de crédit immobilier. Même si j'avoue que j'aurais aimé avoir autant de cash disponible sur mon compte en banque pour acheter cet appartement par mes propres moyens, tu t'imagines bien que c'est pas réellement ce qui s'est passé. Je suis passée par un financement par la banque, en demandant un crédit immobilier. Cette étape est assez fastidieuse, car il faut savoir se vendre, comprendre le sujet et le jargon bancaire autour du crédit, mais aussi négocier et suivre l'ensemble de l'administratif. Et autant te dire qu'il faut avoir de la patience pour pouvoir gérer l'attente et les allers-retours avec le banquier.
Ce qui est aussi un peu dommage, c'est le fait que le crédit immobilier en France est principalement accessible aux personnes ayant un contrat de travail en CDI. Pour les freelances et les créateurs d'entreprises, ils doivent pouvoir justifier d'un bilan comptable positif avec un certain montant au bout de 2-3 ans d'expérience sans trop de fluctuations. Et pour les CDD et d'autres types de contrats, c'est quasiment impossible, à moins peut-être de réaliser l'achat avec une autre personne. Je ne te cache pas que c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai fait le choix de débuter ma carrière en CDI. Et c'est clairement ce choix qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Je n'ai pas trop galéré à trouver des banques qui voulaient me suivre. J'ai pu avoir plusieurs propositions de crédit et les décortiquer une après l'autre. Sur 6 demandes, je n'ai eu qu'un seul refus. Bon, c'était un peu contraignant parce que c'était ma banque d'origine qui ne voulait vraiment pas me suivre sur mon projet, mais au final, c'était vraiment sans regret. Ce qui m'a pris du temps, c'est dans un premier temps d'obtenir les rendez-vous à la banque et de comparer les offres pour tenter des négociations. Puis bien entendu de réaliser des démarches qui nécessitent certains délais légaux. J'ai aussi eu quelques galères car j'ai beaucoup hésité entre 2 banques et j'ai fini par en choisir une, mais cette dernière n'était pas du tout réactive dans les démarches. La conseillère prenait beaucoup de temps pour me répondre et a d'ailleurs fini par me dire que finalement elle ne pouvait plus me suivre sur ce projet pour des raisons obscures. Heureusement, j'avais gardé un bon contact avec la conseillère d'une autre banque et j'ai pu finalement signer avec eux. D'ailleurs, je vais sûrement faire un épisode de podcast où je détaillerai en détail toute la partie sur le financement immobilier avec un invité qui travaille dans le domaine de la banque. Lors de la signature du compromis de vente, une date limite avait été établie pour signer l'acte final. La date avait été fixée 3 mois après la signature du compromis. Néanmoins, il arrive aussi qu'un avenant au compromis soit réalisé pour décaler un peu cette date si les démarches avec la banque ne sont pas finalisées. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, parce que je devais signer initialement le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, mais j'ai finalement signé le 25 février 2025. L'acte final est la conclusion d'achat. C'est à ce moment-là que les clés et les derniers documents sont remis à l'acheteur, devant les vendeurs et bien entendu le notaire. Je ne te cache pas qu'à ce moment-là, devant le notaire, je n'étais pas la plus sereine au monde. J'étais littéralement en train de remettre en cause toutes mes décisions de vie. Il y a quand même un aspect très solennel à ce moment-là. Le notaire a littéralement prononcé ces paroles. En ce mois de février de l'an 2025, je vous remets les clés du logement et vous déclare à présent propriétaire. Je trouve que ça fait aussi bizarre d'un côté de récupérer l'appartement d'autrui. Peut-être que je pensais parce que je suis hypersensible, mais j'ai quand même eu la sensation de détruire en quelques secondes l'ensemble des souvenirs des personnes ayant vécu là avant durant toutes ces années. Sachant que l'appartement que j'ai acheté était la résidence d'une vieille dame qui avait été placée en EHPAD 2 ans plus tôt et qui malheureusement est décédée. Ce sont les enfants qui ont réalisé la vente et c'était l'appartement où ils avaient passé toute leur enfance. Bon, ils sont bien grands maintenant vu qu'ils approchent eux-mêmes de la retraite, s'ils ne le sont pas déjà d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait trop bizarre de me retrouver devant toute leur famille lors de la signature. Surtout que de mon côté, moi j'étais venue toute seule pour signer. Mais une fois sortie de l'office notarial, après avoir dit au revoir et quitté tout ce beau monde, j'ai ressenti un sentiment de libération et de gratitude énorme. J'ai récupéré un bus sans plus tarder pour filer à l'appartement. Une fois arrivée à l'appartement, j'ai balancé mes affaires devant la porte et j'ai sauté comme une gamine de 5 ans dans le salon parce que je n'en revenais pas. Je suis propriétaire, bordel. Ces murs sont à moi, ce sol est à moi, cette salle de bain antique est à moi et si je veux, je peux tout casser et tout refaire parce que c'est à moi et qu'il n'y a que moi qui peux décider. Bon, j'avoue, je suis un peu dans l'exagération. Mais après tant d'années à rêver d'avoir un appartement à mon nom, ce jour est enfin arrivé. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Et peut-être que tu penses que j'en fais trop pour ce que c'est, mais je te jure qu'après avoir autant galéré toute ta vie à avoir un toit au-dessus de ta tête, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance envers ma mère bien sûr, pour m'avoir éduquée de telle sorte que je m'accroche à mes études et que je puisse obtenir un CDI. De la reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont aidée et soutenue pendant les démarches. Et de la reconnaissance envers mon pays, la France, qui permet à ceux qui viennent d'en bas de s'en sortir. Et globalement, de la reconnaissance envers la vie, pour me permettre de vivre ça. Bon, j'ai beaucoup parlé depuis le début, mais tu ne sais toujours pas à quoi ressemble cet appartement. Mais ne t'inquiète pas, j'y viens. On arrive au moment où je vais te présenter l'appart. Bon, je te fais un petit disclaimer pour que tu ne fasses pas les grosses yeux en découvrant cet appartement. Comme je l'ai précisé plus tôt, c'est un appartement qui sera entièrement rénové. Et il est actuellement, comme je t'en avais parlé un peu plus tôt, dans son jus d'époque. Mais c'est aussi ça qui est excitant, parce que cette vidéo est la première d'une série de vidéos travaux, aménagement et décoration. Tout ce que mon esprit créatif adore. Et j'espère que tu apprécieras aussi. Pour commencer par le commencement, je te fais démarrer cette visite par l'entrée, où tu retrouveras à gauche la porte vers les toilettes, et à droite une porte qui a été condamnée
années et qui menait vers une ancienne chambre qui a été transformée en salle à manger. On arrive ensuite à une sorte de couloir qui possède 2 entrées, une vers la cuisine et une vers le salon. Je vais commencer par la cuisine. Comme je t'avais prévenu, on voit bien les époques passées dans cet appartement, avec une cuisine qui pour le coup est plutôt fonctionnelle pour l'époque, mais qui nécessite un gros rafraîchissement. Ce qui est quand même super sympa, c'est qu'elle s'ouvre sur une véranda qui fait office de buanderie, car les anciens propriétaires y ont laissé une machine à laver, et je pense que j'y ajouterai un sèche-linge. En ce qui concerne le salon, il y a un très grand espace de vie, plutôt lumineux. Tu remarqueras le carrelage qui est typique des années 1960. Après, ça donne aussi un style. Ma mère m'a dit qu'à sa place, elle le garderait pour créer une petite ambiance vintage. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dans la salle à manger, on a aussi un beau volume et pas mal de luminosité. Cette pièce et le salon sont toutes deux reliées à un petit balcon terrasse plutôt sympathique. Ce qui, je trouve, crée un petit espace cocooning. Je trouve l'idée d'avoir mis un petit banc ici plutôt chouette. J'imagine déjà un peu la déco que je pourrais y mettre avec sûrement de la pelouse synthétique. Ensuite, on entre dans un petit couloir qui mène vers la salle de bain. Bon, la salle de bain est ce qu'elle est. T'as dû sûrement le comprendre, mais tout va sauter dans cette pièce. Je mettrai d'ailleurs une douche à la place de la baignoire parce que ça prend moins de place et c'est plus économique et respectueux de l'environnement. Enfin, le couloir mène à 2 chambres, une petite chambre de 9 mètres carrés et une chambre plus grande de 14 mètres carrés avec rangement encastré dans le mur. Pour moi, les points positifs de l'appartement sont la luminosité et les 2 espaces extérieurs, la possibilité de créer une 2e chambre supplémentaire au niveau de la salle à manger et du salon, les fenêtres double vitrage quasiment neuves, la présence d'une clim installée il y a moins de 2 ans, la localisation à 8 minutes d'une gare ferroviaire et à proximité des lignes de bus, et globalement un beau projet de rénovation et de travaux. Même si j'aurais adoré pouvoir faire tous les travaux toute seule, je ne vais pas gérer toute seule les travaux pour cet appartement, tout simplement parce que je n'y connais rien en travaux et que j'ai envie d'avoir un rendu qualitatif, mais aussi parce que je travaille à temps plein et que je n'aurai ni le temps ni l'énergie pour les réaliser dans un délai raisonnable. Donc je préfère me concentrer sur ce que je fais le mieux et déléguer ce que je ne sais pas faire à des professionnels. J'ai trouvé un architecte qui m'a été conseillé par ma banquière et qui va superviser l'ensemble des travaux avec les différents corps de métier et je suivrai de loin la progression. Mais ça, tu le verras bien entendu dans les autres vidéos qui suivront. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que le sujet t'a plu et inspiré. Si tu as l'idée de concrétiser un projet, que ce soit l'achat d'un appartement comme moi ou autre chose, c'est sûrement un signe pour te lancer, car tu ne le regretteras pas. N'hésite pas à me faire partager tes retours en commentaire. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine vidéo. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. 먼지 투성이, hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now.